Sur le perron de Matignon, François Bayrou, au moment de devenir Premier ministre, a pris soin de citer 2017 et les promesses de cette campagne qui l'a fait basculer en choisissant de se rallier à un candidat jeune, mieux placé que lui. Un point en particulier, qui explique sans doute l'engouement sincère qu'ont pu nourrir nombre de Français pour le Mozart de la finance, idole des chantres de la mondialisation heureuse. Le refus de toute forme d'assignation à résidence et de déterminisme. Et le nouveau Premier ministre d'embrayer aussitôt sur le rôle central de l'école, comme lieu d'émancipation et d'accomplissement du projet républicain. Le propos a d'ailleurs scandalisé les franges les plus à droite des commentateurs de réseaux sociaux, puisque le Béarnais a eu soin de préciser qu'on ne devait pas se voir fermer les portes parce qu'on est né dans un quartier ou dans un village, parce qu'on porte un nom, ou parce qu'on pratique une religion ou qu'on est attaché à cette religion. Oui, puisqu'il entend réconcilier les Français, le Premier ministre a compris que rien ne serait pire que d'oublier une jeunesse française qui a fini par croire, au gré des offensives communautaristes, que la laïcité jouait contre elle et que la République les rejetait. Par-delà le caractère rocambolesque d'une nomination en forme de bras de fer qui en dit autant sur Emmanuel Macron que sur François Bayrou, ce rappel préalable raconte le malentendu de 7 ans de macronisme. Pour qui conserve un peu de mémoire politique, il y avait, avant 2017, 2 courants qui théorisaient le dépassement du clivage gauche-droite pour sortir de la fausse alternance entre PS et UMP, c'est-à-dire entre 2 partis dits de gouvernement, ayant accepté la dérégulation néolibérale et ses conséquences en termes d'appauvrissement de l'État, de désindustrialisation et de sacrifice des classes populaires. Le premier allait du gaullisme social à la gauche républicaine, de Philippe Séguin à Jean-Pierre Chevènement. Le second était une démocratie chrétienne inspirée du personnalisme, une troisième voie entre l'étatisme et le capitalisme, visant à remettre l'homme au centre. Les lecteurs de Marianne savent combien leur journal a fait de ce dépassement le cœur de son combat. Jean-François Kahn n'eut de cesse d'alerter contre le détournement de la politique sur le mode des guerres de religion, la radicalisation des affrontements et l'incapacité à accepter les compromis. C'est ce qui explique son engagement en 2009, dans la campagne des Européennes, aux côtés de François Bayrou, et ce concept de centrisme révolutionnaire qu'il forgea pour en résumer les principes. Le centrisme contre l'assignation à un camp idéologique. Le centrisme comme recherche de la nuance et de la modération, mais révolutionnaire, car seule une révolution copernicienne peut renverser un système entièrement tourné vers l'accumulation du profit et la constitution de monopoles surpuissants. Et soudain, surgit Emmanuel Macron. Le dépassement du clivage gauche-droite, conspué pendant 20 ans par les tenants du système, devenait moderne. Un dépassement par la glorification de la Startup Nation et de l'individu conquérant. En fait, l'alliance des néolibéraux de droite et de gauche. Le centrisme autoritaire, rejetant toute opposition en dehors du champ démocratique, plutôt que la réconciliation autour du projet républicain d'émancipation et de justice sociale. Pourtant, les tenants du vieux dépassement firent pour certains le choix d'y croire et de tenter d'infléchir la ligne, par refus des extrêmes. Sans doute parce que la principale qualité du macronisme est de sembler à la fois vide et plastique. Chacun espère pouvoir le remplir comme il l'entend. Dans l'entretien que François Bayrou accorda à Marianne au mois d'avril 2024, quelque temps après son refus d'entrer au gouvernement Attal, puisqu'il n'avait pas obtenu l'éducation nationale ou ce grand ministère de la simplification qu'il jugeait indispensable, le président du MoDem et haut-commissaire au plan déplorait que la révolution démocratique qu'il appelait de ses vœux n'ait pas eu lieu. Il critiquait en creux la structure plus que jamais oligarchique du pays. Face à un Emmanuel Macron qui entendait nommer Sébastien Lecornu, entendait un collaborateur, prier de laisser le président conserver l'illusion que la dissolution n'a pas dissous son pouvoir, le centriste béarnais a réussi à imposer ce qui pourrait ressembler à une cohabitation. À condition toutefois de réussir ce à quoi la politique française est tellement hostile et que semblent pourtant attendre les citoyens. Rassembler des gens qui pensent différemment pour leur faire trouver un compromis dans le sens de l'intérêt général. Tout un programme. Évidemment, cela ne suffirait pas à effacer la leçon des récents scrutins. Une majorité de Français réclame à corps et à cri un changement radical de politique économique. Pas la révolution prolétarienne, mais une protection raisonnable de l'outil productif et de ceux qui le perpétuent,
plutôt qu'une concurrence déloyale généralisée au profit de multinationales évitant l'impôt, assortie d'un rétablissement de l'État dans toutes ses prérogatives, le tout sur des bases républicaines et universalistes. Mais pour ce programme-là, il faudra attendre l'onction d'une nouvelle présidentielle. En attendant, la France a besoin, on rejoindra sur ce point François Bayrou, d'apaisement et de réconciliation. En 1598, le courage n'était pas du côté de ceux qui se battaient pour la victoire de leur camp, mais de celui qui promulgua l'édit de Nantes.